Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bienvenue sur Westrack Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Westrack Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Westrack Radio. Un petit problème technique pour commencer cette émission du jour. Heureusement, on arrive finalement à se retrouver. Il est 17h passé de 2 minutes sur Westrack. Vous êtes bien dans ce Magal West du jour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour plusieurs choses. D'abord, on va vous présenter les webtoons. Ce sont des petites bandes dessinées disponibles en ligne que je vous propose donc de découvrir aujourd'hui avec Nausicaa. On va aussi parler musique comme toujours. On va retrouver aujourd'hui le nouvel album Zinda qui fera l'objet d'un focus. On va aussi recevoir aujourd'hui une invitée, Emma Genty, qui va nous parler donc de sa résidence au Fort de Tourneville et de son œuvre qui s'appelle Estom. Et puis avant tout ça, on va aussi parler actu et idées sorties ainsi que météo. Maintenant que j'ai enfin pu m'exprimer à la radio, je ne sais pas, on a eu un petit problème technique, mais c'est bon, on part donc pour ce Magal West du jour. On va donc retrouver tout de suite la météo sur Westrack. Pour cette fin d'après-midi au Havre, vous profitez d'un ciel clair. Les températures vont varier entre 17 et 22 degrés jusqu'à cette fin de journée. Ce soir, un beau temps peu nuageux est attendu. Aucun risque de pluie. Les températures vont naviguer entre 15 et 17 degrés. Un léger vent sera présent, tourné vers l'ouest, et il sera compris entre 10 et 15 km/h. Ainsi que cette nuit, toujours un peu de vent tourné vers l'est. Un ciel clair devenant peu nuageux est attendu, aucun risque de pluie et des températures compris entre 16 et 13 degrés. Le vent sera tourné vers le sud-ouest entre 15 et 25 km/h. Demain, au Havre, il fera beau, les températures vont évoluer entre 15 et 24 degrés au cours de la journée. Demain matin, il va faire 15 degrés avec un ressenti de 12. Un vent compris entre 15 et 25 km/h est attendu vers le sud-ouest, en bord de mer au Havre et à Étretat. Un beau temps malgré quelques passages nuageux et aucun risque de pluie. L'indice UV est fixé de 1, il sera donc faible. Pour demain après-midi, il va faire 24 degrés avec un ressenti compris entre 25 et 26 degrés. Toujours ce vent tourné
tourner vers le sud-ouest entre 10 et 25 km/h dans les terres au Fontenay et à Gainesville. Un beau temps peu nuageux attendu, toujours aucun risque de pluie. L'indice UV pour demain après-midi sera plutôt faible puisqu'il sera de 2. Dans la soirée, il fera entre 20 et 17 degrés. Le vent sera plutôt faible, entre 20 et 30 km/h tourné vers le sud-ouest. Le ciel sera variable et deviendra plutôt nuageux avec aucun risque de pluie. Et enfin, demain dans la nuit, attendez-vous à des températures plus fraîches. Il va faire entre 18 et 15 degrés. Toujours un vent, cette fois-ci, qui tournera autour des 20 et 30 km/h tourné vers le sud-ouest. Le ciel sera très nuageux à couvert, mais toujours aucun risque de pluie. C'est le moment de retrouver votre journal avec le Magal Ouest. On retrouve donc les infos nationales sur Westrek. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 9 octobre. Fini les 7 taux différents dans l'agglomération du Havre. Le conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole a adopté jeudi 5 octobre 3 taux pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM. Pour rappel, les communes ont l'obligation légale d'harmoniser les taux de cette TOM avant le 31 décembre 2025. L'agglomération devait donc définir 3 taxes différentes plutôt que 7. Mais certains élus n'ont pas hésité à d'ores et déjà dénoncer ces taux car d'une part certaines communes voient leur TOM baisser mais d'autres la voient doubler à l'instar de Montivilliers. D'autre part les communes de la communauté urbaine ne pourront plus cofinancer la taxe comme le prévoit la loi et malgré une vive opposition toutes les délibérations ont été adoptées mais on n'a pas encore fini d'entendre parler de la TOM. Après les vacances de la Toussaint, début novembre 2023, les axes menant de Saint-Vincent à Senvic vont voir leur plan de circulation modifié, des changements qui perdureront jusqu'en septembre 2024 avant d'être ou non pérennisés. La rue du président Wilson entre la rue Georges Braque et la rue Louis-Philippe restera à double sens. Dans la portion de rue allant de la rue de l'Alma à la rue Joseph Morland, d'importants changements sont prévus. D'ici quelques semaines, cet axe sera réservé au sens montant, tout comme la rue des Trottas. La rue Guilbard, qui elle va du carrefour des 4 chemins à la plage, ne pourra plus être empruntée que dans le sens descendant, avec une nouvelle piste cyclable qui elle sera montante. Le comptage est prévu avant et pendant l'expérimentation pour quantifier l'impact de ces changements sur la circulation du quartier, les vitesses constatées, le report de trafic ou encore le bruit généré afin de mesurer la qualité de vie du quartier. En septembre 2024, ces données seront analysées et il sera décidé de pérenniser ou non ce nouveau plan de circulation. Une petite centaine d'habitants est venue assister au conseil de quartier qui s'est tenu vendredi 6 octobre dans la salle des fêtes de Cocrioville. C'est avec un murmure inquiet de l'assistance que la piscine de Cocrioville a été évoquée. Construite en 1977, elle doit faire l'objet de travaux de réhabilitation. Des travaux de rénovation énergétique avaient initialement été inscrits dans le cadre du marché global de performance. Le maire Édouard Philippe, qui animait cette réunion, a tenu d'emblée à éteindre la rumeur qui prédisait une fermeture définitive de la piscine et expliquait que lors du démarrage des travaux de maintenance en 2022, il s'est avéré que la situation était bien pire que prévu. Le projet de réhabilitation consiste désormais en une rénovation globale de l'équipement. Ces travaux prendront en compte l'ensemble des désordres de manière à lui assurer une nouvelle durée de vie de 30 ans. Il s'agit donc maintenant de démarrer le processus en commençant par les passages d'appel d'offres pour un démarrage des travaux qui ne pourra se faire qu'à partir de début 2025 pour une fin estimée à début 2026. Après avoir été ouverte pour les élus de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole le jeudi 5 octobre, la passerelle Daniel Colliard, du nom de l'ancien maire du Havre décédé il y a quelques mois, est enfin accessible depuis ce vendredi 6 octobre aux cyclistes et piétons. La municipalité précise qu'il y a encore quelques ajustements et qu'elle sera momentanément fermée aujourd'hui pour une intervention technique. Un pare-bateau sera notamment posé. À noter que cette passerelle qui relie le centre commercial des Docks Vauban au carré des Docks est mobile. Elle est prévue pour pouvoir laisser passer les navires dans le bassin Paul Vatine, comme par exemple lors de la Transat Jacques Vabre, où elle sera placée en position belvédère à compter du vendredi 13 octobre.
Et enfin, à l'instar de la métropole de Rouen, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a voté jeudi 5 octobre une aide financière à destination du Maroc et de la Libye. Les élus communautaires ont délibéré concernant 10 000 € de subventions exceptionnelles au Maroc après le séisme survenu le 8 septembre 2023 et autant pour la Libye touchée par d'importantes inondations suite à la tempête Daniel le 10 septembre. En quelques jours, ces deux catastrophes naturelles ont causé des milliers de morts, de blessés et de dommages matériels. Les sommes devront être reversées au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales chargé de fédérer les initiatives de solidarité avec les populations victimes. Merci Mathieu, et une info locale maintenant avec une décoration qui ne passe pas inaperçue à quelques semaines d'Halloween. Une maison à Tancarville attire déjà les curieux. Les fruits d'automne ont inspiré des habitants de Tancarville. Dans le jardin, des centaines de citrouilles attirent l'attention. Une décoration parfaite chaque année en prévision d'Halloween. On connaissait les maisons décorées pour l'hiver et Noël, moins pour l'automne et Halloween. Pourtant, à Tancarville-le-Bas, une maison sous la falaise se fait pourtant remarquer chaque année pour son jardin bien rempli entre la fin septembre et le début du mois de novembre. Le couple qui vit là dépose chaque année environ 200 citrouilles dans le jardin, devant la maison et donc à la vue des passants. Les piétons ne se privent d'ailleurs pas pour prendre des photos. On retrouve souvent la maison et ses décorations sur les réseaux sociaux et les groupes Facebook où elle connaît un joli succès. Les légumes proviennent tout simplement du jardin potager du couple. Il suffit d'une serre avec un peu d'espace et d'y semer les graines de citrouille de l'année précédente. Chaque année, des voisins recherchent d'ailleurs à acheter quelques cucurbitacées au Tancarvillais. Cette année, avec l'été pluvieux qu'a connu la Normandie, le jardinier a subi des pertes. De beaux spécimens sont néanmoins prêts à être exposés. Reste à éviter les gels pour le mois de novembre. Les citrouilles sont bien alignées le long des compositions florales, elles aussi fort soignées autour d'un petit puits à l'ancienne. Depuis la mi-septembre, elles ont pour compagnie des petits moutons et un charmant décor, mais bientôt, un épouvantail autrement plus effrayant les rejoindra à temps pour Halloween. Il n'est pas de meilleur moyen pour indiquer aux enfants et aux autres monstres en quête de bonbons qu'ils peuvent frapper à cette porte. Une fois ce devoir accompli, les citrouilles continueront d'agrémenter les vacances de quelques enfants. Elles deviendront soupe ou plats grillés au four. Enfin, à la mi-novembre, sans doute abîmées, elles disparaîtront, mais pas d'inquiétude, très vite d'autres décorations festives prendront place autour de la maison aux citrouilles pour les célébrations de fin d'année. En attendant les festivités d'Halloween, je vous propose quelques événements culturels pour ce soir sur Westrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Littérature, jeux de société et théâtre, je vous propose quelques idées sorties pour ce soir. Une rencontre littéraire au Havre avec l'auteur Santiago H. Amigorena qui vient présenter son nouveau roman La justice des hommes. C'est l'histoire d'un homme qui perd pied, qui chute et qui recherche une deuxième chance auprès de ses enfants, de sa femme et surtout de lui-même. Mais la cherche-t-il vraiment ? C'est ce soir à 18h à la Galerne. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne. À Épreville-Biville est organisé une après-midi jeu. Le club de marronniers organise une après-midi jeu suivi d'un goûter. C'est ce soir jusqu'à 19h à la salle des fêtes. Pour leur téléphoner 02 35 29 86 27. Et enfin au Havre, je vous propose de découvrir le spectacle La chute des anges avec ce spectacle burlesque, poétique et sculpté par une savante composition de la lumière. C'est ce soir à 20h et demain à 19h au Volcan. À noter donc dans vos agendas, le tarif est de 5€ ou 25€. Vous pouvez téléphoner au 02 35 19 10 20 pour avoir plus d'informations. Il est 17h14 sur Westrack, il est l'heure de faire un focus sur le nouvel album de Zina Reinhardt, nouvel album que je vous présente en partenariat avec la Ferrarock sur Westrack. On découvre donc son nouvel album qui s'appelle Zinda, et puis juste après on se retrouvera pour un reportage en présence de Nausicaa et j'accueillerai dans le studio, à partir donc de notre deuxième partie d'émission, Emma Gentil qui nous parlera de son œuvre sur Westrack. On écoute donc Zina Reinhardt et son nouvel album. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
nouvel album Zinda de Zinda Reinhardt est sorti le 29 septembre 2023 chez Libertalia Music et Wiser Records. Fille du vent, descendante de Django, Zinda Reinhardt sera toujours en quête de ses racines, malaxant le moderne et l'ancien, remixant éternellement son grand voyage, sorte de résilience créée pour un idéal au présent. Dans sa musique, elle est ambassadrice de la langue Sintix, la langue officielle des Sinti, communément appelée les Gitans, exprimant au mieux son esprit de liberté et d'aventure, manière aussi de se réapproprier son héritage. PLS Krorat, det hype to gushte, kretu yakatsu. PLS Krorat, det hype to gushte, kretu yakatsu. Ima for kamo tutte, der man så vel. Gudi vesum tejser dig tut og gamle pen. Tejser la kro, jun så de ves. Apirik, lokke si fejste, bore man. Bishefta. PLS Krorat, det hype to gushte. Zinda casse les codes, s'épanouit dans l'électro, tendance artistique la plus forte du moment, qui permet d'exprimer au-delà des normes actuelles son ouverture et sa diversité. Son cursus musical est tout à son image, classique par son passage au conservatoire de percussion, sa découverte des chants lyriques et son diplôme à la fac de musicologie. Elle est aussi touchée par les cultures urbaines, avec là encore cette impérieuse nécessité de sortir des silos et de briser les chaînes. Epruman, Monastica.
metro zvero kavautele klarova Surosh vitsosh metro zvero kavautele klarova Aptiro che già scharbun kam le ben tu gine kopush kadur kadinja Apeni che già scharbun bureri avila tavi barizinda Zinda Reinhardt nous l'explique. Elle dit aimer envisager la musique comme un immense territoire d'expérimentation. Elle est délibérément universelle et traite de l'individu dans son acceptation première, à la fois spirituelle et organique. Elle tend à créer une musique résolument populaire avec des aspects plus audacieux qui prennent en compte l'évolution de la société, des mentalités et des techniques. Pruman menastigar farova tefeliman Pruman menastigar farova tefeliman Me falo tut gadoles que tu as la boutte d'acai Como que tu che pumare dui Me falo tut gadoles que tu as la boutte d'acai Como que tu che pumare dui Kana revap on la balangra revap on la ba Surosh metrosh vero kerva utele klarova Surosh metrosh vero kerva utele klarova Abtiro ke chak schreibung gam le pen tu gine kopush kadur kadinja Abmiri ke chap schreibung buredi avila chavi barizinda Akum peskrikera dush und dush Jungle man va te foot I ferte kes Akum peskrikera dush und dush Jungle man va te foot I ferte kes Tu le mucche per errore tu fare Tu frecche Tu le mucche per errore tu fare Tu frecche Altruman menastigar farova te feleman Me falo tut gadoles que tu as a boutte d'acai Como que tu che pumare dui Me falo tut gadoles que tu as la boutte d'acai Como que tu che pumare dui Cet album, sorti le 29 septembre 2023, Zinda, signé Zinda Reinhardt, est à retrouver dans toutes les points de vente habituels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement,
et bonne humeur sur Westrack. C'était le titre Vertige, un titre de Zina Rendart, présent donc sur son nouvel album Zinda. Merci d'écouter votre émission quotidienne, le Magal Ouest, il est 17h25. J'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez les webtoons ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se cache derrière cet anglicisme ? Nausicaa a mené l'enquête avec Kiri, qui est une autrice de webtoon au Havre. Elle a dessiné notamment un webtoon qui s'appelle Mon vœu le plus sincère. Je vous propose de découvrir son univers sur Westrack en compagnie de Nausicaa. Le webtoon. Mais qu'est-ce que donc le webtoon ? À la base, le webtoon est un manhwa publié en ligne. Plus largement, le terme s'applique à des bandes dessinées en ligne, pas toujours d'origine sud-coréenne. Le portail web coréen DOM a créé un service de webtoon en 2003, tout comme Naver en 2004. Ces services publient régulièrement des webtoons qui sont disponibles gratuitement à toutes et tous. Selon David Welch de Bloomberg, les bandes dessinées représentent un quart de toutes les ventes de livres en Corée du Sud, tandis que plus de 3 millions d'utilisateurs et utilisatrices coréennes ont payé pour accéder à des manhwas en ligne et 10 millions d'utilisateurs et utilisatrices lisent des webcomics gratuits tous les jours. Avec l'avènement du smartphone et de la tablette, les webtoons ont également migré vers de nouvelles plateformes telles que les applications. Avant 2014, la plupart des webtoons n'étaient disponibles qu'en anglais grâce à des traductions non officielles de fans. En juillet 2014, la filiale de Naver, Line, a commencé à publier en anglais des traductions de webtoons populaires via le service Line Webtoon. Aujourd'hui, le webtoon est un média très populaire, même en France. Et l'on différencie les webtoons Canva des webtoons originaux. Leur différence étant que les originaux ont un contrat d'édition avec la maison d'édition Webtoon. Kiri est donc une autrice havraise très connue de la plateforme de Webtoon France pour son webtoon intitulé Mon vœu le plus sincère. Elle a aujourd'hui accepté de répondre à mes questions pour Westrack Radio. Bonjour Kiri, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien, moi c'est Kiri, je suis une autrice de bande dessinée et de webcomics de 24 ans. Je suis havraise et je suis l'autrice de Mon vœu le plus sincère qui va bientôt sortir en papier et que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies de France, bien entendu. Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de Mon vœu le plus sincère ? Mon vœu le plus sincère, à la base, c'était juste un projet personnel où je voulais faire quelques planches de bande dessinée, mais vraiment des petites histoires en une page sur Happy Cranberry, qui est une jeune humaine et qui vit une vie en fait assez banale, mais voilà, qu'il arrive des petites bricoles. À la base, l'objectif de base c'était juste de faire rire en une page et je voulais le faire en version papier, donc je commençais à monter un projet éditorial. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une grande plateforme de webcomics qui s'appelle Webtoon, qui un jour a lancé le premier concours Webtoon. Et c'est tombé pile quand moi j'étais en train de faire mon projet. Donc je me suis dit, je peux peut-être tenter un truc. Il me restait que 3 jours pour lancer le projet. Je me suis dit, bon, je vais tenter quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris mes planches, je les ai remaniées pour que ça colle au format webcomic, qui est très différent, très différent, le format Webtoon. Et j'ai ajouté un fil rouge avec un génie. Et c'est comme ça qu'est né Mon vœu le plus sincère en fait. Et donc t'as gagné le concours par la suite Eh bien pas du tout. J'avais pensé que t'avais gagné. Non, alors j'aurais adoré, hein. En plus le prix était plutôt intéressant. Un petit 10 000 € dans la poche, comme ça on aime bien. Mais non, pas du tout. En fait, c'est mes collègues Diane Truc et Rutil, qui sont les autrices de Colossal, qui est un excellent webtoon comédie aussi, qui ont remporté cette catégorie-là. Très clairement, quand j'ai lu les premiers chapitres de leur webtoon, je me suis dit, en fait, c'est bon. Je sais qu'on sait tous que c'est elles qui vont l'emporter. C'était vraiment excellent. Par contre, moi, ce que le concours m'a apporté, au-delà des primes de participation, c'était de la visibilité. Et surtout, moi, j'ai découvert ce format-là, à ce moment-là. Et je suis tombée amoureuse du format, de la proximité avec le public. C'était génial. Tu postes un épisode, t'as 50, 100 personnes qui vont te dire « Ah, j'ai adoré ce moment-là !» Bon, t'en as aussi 50 qui vont dire « C'était trop court !» Mais voilà, j'ai découvert ça comme ça, j'ai adoré et je me suis dit « Bah en fait, vas-y, c'est bon, c'est là-dessus que je veux partir, en fait. Des pas de pied, c'est bien, mais c'est ça que je veux. » Parce qu'à la base, tu te destinais plutôt à un format papier et c'est vraiment grâce au concours que tu t'es dit c'est le webtoon, absolument le webtoon. Et maintenant tu te verrais plus du tout aller vers un format papier pour commencer. En fait le truc c'est que le format papier aujourd'hui c'est excellent hein, et quand on a grandi avec ça, j'ai beau être jeune et avoir grandi avec l'ordinateur etc, internet, j'ai connu la BD et le manga grâce aux versions papier dans la bibliothèque et tout. Donc il y a ce côté un petit peu aboutissement, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Voilà, mon grand-père aujourd'hui, lui je sais qu'il est super content parce qu'il pourra prendre le livre entre ses mains quoi. Voilà, je suis une autrice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me tournerais vers ça
En premier lieu, je sais pas, parce que c'est hyper saturé aujourd'hui le marché. Pour avoir un revenu avec ça, il y en aura toujours, parce que voilà, quand tu vends ta série à une maison d'édition, voilà, derrière t'as des droits qui sont rachetés et tout. Mais pour que ce soit un revenu stable et qui te permette de vivre, c'est beaucoup plus risqué. Aujourd'hui, le webtoon, j'en vis tous les mois, j'ai ma paye qui vient, quoi. Et je voulais savoir aussi comment ça se passait le travail du passage du numérique à la version papier. Ça dépendra de chacun. Dans mon expérience personnelle, du coup, j'ai eu la chance, on m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de réarranger les cases? Pour expliquer, pour les personnes qui peuvent écouter et qui ne connaissent pas vraiment le format webtoon, c'est adapté spécifiquement au téléphone. Donc, on lit vraiment l'histoire en bande, qu'on défile, on descend, l'histoire on la descend, on tourne pas des pages. Donc, les cases sont organisées comme telles, elles sont très espacées, t'essayes d'en avoir une ou deux maximum par écran de téléphone, on va dire. Voilà, ce qui du coup n'a absolument rien à voir avec le format BD ou manga ou comics. Donc, du coup, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux t'occuper du réarrangement des cases ou est-ce que tu nous fais confiance, on voit avec un studio? Je leur ai dit, écoutez, vous m'avez dit c'est censé sortir en octobre 2023, si vous voulez que ça arrive, moi qui dois m'en occuper, parce que moi il sort pas avant 2025 le truc. Du coup c'est le studio Makima qui s'en occupe, donc ils ont tout réarrangé, j'ai vu les planches, il y en a, elles sont toutes bien, mais il y en a, elles sont tellement magnifiques. J'ai vraiment, et je dis pas ça pour le vendre, le truc, c'est que comme beaucoup d'auteurs, je suis satisfaite de mon travail, mais j'ai beaucoup de mal à en être fière parce que je vois toujours après quelques heures les défauts et tout. Et là, j'ai redécouvert mon travail et je l'ai aimé. Et ça m'a fait tout drôle, parce qu'ils ont vraiment fait un super bon travail. Et du coup, moi de mon côté, par contre, le temps que je n'ai pas mis dans le réarrangement des cases, je l'ai pris pour refaire certaines cases. Les premiers épisodes, par exemple, que là on peut trouver actuellement sur Webtoon, datent de 2020. En 2023, ça fait du coup 3 ans que je dessine entre 50 et 70 heures par semaine. Donc j'ai un peu progressé, et c'est pas tant la progression qui me gênait, parce que c'est normal de débuter à un niveau, et puis voilà, au fil des tomes on voit la progression, il y a aussi un côté satisfaisant, mais c'est le fait que je connaissais pas encore mes outils, et que du coup il y a des incohérences d'une case à l'autre en termes de, par exemple, de texture de traits. Tel personnage va avoir ses cheveux un peu plus blonds sur une case, ils vont être un peu plus bruns châtains dans l'autre, voilà. C'était ces trucs là que je devais réarranger pour avoir au moins quelque chose de cohérent sur tout le tome, et si je voyais un personnage qui avait vraiment une sale tête, j'ai fait je refais ça quand même, voilà quoi. La version papier du webtoon sort le 19 novembre, donc ça tout le monde... Octobre, pardon. Il y aura les 19 premiers épisodes donc du webtoon version numérique dans le format papier, et je voulais savoir aussi s'il y avait quelque chose en plus en fait. Est-ce qu'il y a des petits épisodes supplémentaires, ce genre de choses? Là-dessus, j'étais vraiment très contente de travailler avec Cotoon. On était sur la même longueur d'onde sur le fait que les lecteurs, s'ils veulent lire l'histoire, ils vont sur Webtoon. Ils la payent pas. Bon, alors il y a le côté tu collectionnes un peu, donc t'as le côté, voilà, t'as un beau produit fini. Cotoon fait des produits absolument magnifiques. Seule la mort attend la vilaine, c'est un webtoon en version papier édité chez eux, qui est, mais d'une beauté, c'est incroyable. Tu veux l'avoir chez toi, tu le lis même, enfin si tu le lis, mais tu peux ne pas le lire et juste le mettre parce qu'il est beau, quoi. Et voilà, on était d'accord sur le fait que, au-delà d'un objet de collection très beau et très fini, si tu veux le vendre, faut quand même proposer quelque chose de nouveau au lectorat. Et du coup, alors je leur disais oui, je pense que je peux faire 4-5 pages de petits gags en plus, parce que voilà, j'ai des petites idées de blagues que j'ai pas pu mettre dans l'histoire parce que ça coupait le rythme, ça avait pas de sens. Le plus sincère, c'est une comédie, mais il y a quand même une histoire de fond, donc je peux pas faire que des blagues. Et dans le train, pour rentrer au Havre, je me suis dit, attends, j'ai trop des idées là qui fusent. Et en fait, du coup, on va avoir un chapitre bonus dans le tome 1, dont la suite sera dans le tome 2, peut-être une partie 3 dans le tome 3, parce que ça ne s'arrête pas, sur l'enfance de Prince, qui est le génie que Happy rencontre. J'aimerais rebondir parce que tu viens de dire que donc Webtoon était une plateforme gratuite, donc les personnes peuvent le lire gratuitement. Toi, quel est ton lien donc avec le lectorat du point de vue de cette gratuité en fait? Les personnes ne sont pas obligées d'acheter, ne sont pas obligées d'aller dans des bibliothèques pour te lire. Est-ce que tu trouves que le lien entre le lectorat et l'auteur ou l'autrice est changé par rapport à justement cet objet que l'on achète? C'est une question qui est hyper intéressante et je vais diviser ma réponse en deux. En premier lieu, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, je vais nuancer les propos que j'ai dit avant. C'est gratuit, mais si tu veux lire des chapitres d'avance, tu peux payer. Voilà, c'est vraiment pas très cher, surtout par rapport au prix d'un livre en bibliothèque. Donc du coup, voilà, tu peux du coup facilement faire la différence entre le lectorat qui lit gratuitement et ceux qui vont investir pour avoir la suite. Et donc du coup, la majorité des gens qui payent pour avoir la suite sont des lecteurs qui sont très investis, qui vont te suivre sur les réseaux, que tu vas retrouver très régulièrement en commentaire, parce que du coup ils peuvent commenter en avance, donc leur commentaire a plus de visibilité, donc ils sont en top com, etc. Et en fait du coup tu commences à te faire une base de fanbase qui est hyper solide, parce que ces gens-là, ils choisissent d'acheter, ils sont pas obligés de le faire, ils sont pas si je veux ma suite, je suis obligé de payer, non, eux c'est vraiment que du choix et aussi du soutien de leur part. Du coup voilà, il y a un lien très fort qui se fait avec ceux qui payent, mais tu as aussi ton lien avec
ceux qui payent pas, parce que s'ils payent pas, c'est qu'ils ont pas forcément d'argent aussi, donc voilà, on va pas commencer à critiquer les inégalités, enfin voilà. Mais voilà, il y a ce lien-là qui se crée et qui est super intéressant. Et pour moi, l'autre point, du coup, qui est plus négatif et peut-être une critique de ma part, c'est que le fait d'avoir à disposition autant de travail gratuit de la part qui est mis à disposition par les auteurs pour les lecteurs, c'est aussi que derrière il y a une dévalorisation du travail et que le lectorat, une partie du lectorat, je nuance, que derrière les web-séries qui sortent, un auteur qui est payé, certes, c'est normal, c'est un métier, mais qui galère, qui galère bien toutes les semaines à sortir ses épisodes à temps. Voilà, que la personne travaille, ils en viennent à oublier ça parce qu'on leur met dans la bouche, parce qu'il y a ce côté c'est gratuit, tu prends ce que tu veux, vas-y, fais ton truc, fais tes courses. Et donc du coup il y a ce côté-là qui est plus problématique et qui est lié directement à la problématique du webcomic dans le monde aujourd'hui. C'est une nouvelle dynamique économique. Voilà, moi je pourrais pas m'étendre sur le sujet, j'ai pas fait des études d'économie, mais mon avis en tant qu'autrice, voilà, c'est celui-là. Oui, sachant qu'il y a des personnes qui publient sur la plateforme, mais qui ne sont pas payées. C'est ça c'est la partie canvas du coup de Webtoon. Mon vœu le plus sincère, c'est dans la partie originale, donc c'est les auteurs qui sont sous contrat, qui sont rémunérés par Webtoon, qui ont des obligations en termes de timing, de rendu et de lignée éditoriale, on va dire. Et du coup, l'autre partie sur Webtoon, ça va être la partie canvas où n'importe qui peut poster, comme YouTube, voilà, n'importe qui peut se dire, j'ai une petite histoire en tête, je la poste, voilà. Et ce que je nuancerais, c'est que du coup la partie canvas est nommée comme étant la partie amatrice de la plateforme. Nuançons ce terme. Il y a des auteurs sur la partie canvas qui sont des auteurs incroyables, qui ne veulent pas de contrat chez Webtoon original, mais qui utilisent juste la plateforme pour avoir de la visibilité, et d'autres qui vont être refusés, mais c'est pas une question de niveau, c'est une question de l'histoire n'a rien à voir avec le public visé par Webtoon. Et donc du coup, eux, ils vont pas tenter de dire on te paye pour ce chef-d'œuvre qui aura 1000 lecteurs. Ce serait trop risqué. Toi, en termes de délai, comment tu travailles? Parce que je suppose que c'est pas du tout comme pour la BD franco-belge où l'éditeur va te demander, pas forcément en fait toutes les semaines, d'avoir un chapitre complet de ta bande dessinée. Comment ça se passe, cette dynamique de travail? Quand tu signes un contrat avec Webtoon, au préalable, tu leur as envoyé ton dossier avec le résumé de ta série. Tu peux pas mettre tous les détails, mais en gros, pour que l'éditeur ou l'éditrice y voit clair, tu mets ton début, tu mets ta fin, tu mets les étapes importantes au milieu. Et c'est comme ça qu'on fonctionne avec mon éditeur, celui Michel. Je lui ai envoyé toute la liste des éléments importants de ma saison, et ma saison, je la divise en arcs. Par exemple, ma saison 2 avait 50 épisodes, j'ai fait 5 arcs de 10 épisodes, et je disais, dans chaque arc, il y a telle chose et machin, et la saison, elle se termine comme ça. C'est c'est un fonctionnement qui lui convient, qui me convient aussi, parce que ça me permet d'avoir un squelette scénaristique assez solide pour savoir que ça marche, mais avoir assez de lest pour pouvoir mettre entre deux trucs d'autres idées qui me viennent au storyboard. Si je suis sur un épisode et je me dis, oh mais je suis bête, j'ai pas pensé à cette blague, elle est géniale, mais ça va me prendre 55 cases, et je la fais quand même, en me disant, c'est pas grave, mes autres parties du squelette, je vais les tasser entre eux, et voilà. Donc ça, c'est toute la partie base du travail, mais une fois que tout ça c'est validé, faut partir, faut les faire tes épisodes. C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Le lundi, pour donner un exemple, je fais mon storyboard et je commence le croquis. Le mardi, je termine le croquis. Le mercredi, je fais l'ancrage. J'essaye de tout faire, ce qui est pas forcément le cas parce qu'on rappelle 60 cases, c'est long. Le jeudi, je fais mes aplats, potentiellement mes ombres. Le vendredi, je fais mes lumières, potentiellement mes décors. Et le samedi, je fais les finitions. Spoiler, ça se passe jamais comme ça. Les 3/4 du temps, je fais une nuit blanche dans la semaine, je termine le dimanche à pas d'heure, et le lundi, je repars. Donc je me suis pas forcément reposée. Il y a des semaines miraculeuses, et j'insiste sur ce mot, où en fait j'arrive à caser 2 nuits blanches dans la semaine, et donc du coup j'ai mon samedi et mon dimanche. Mais ça, c'est extrêmement rare. Et ça va être sur des épisodes classiques, qui vont pas être importants avec un énorme tournant, où je dois mettre plein d'efforts dans la mise en scène, dans mes décors, dans mes actions et tout. Voilà, donc ouais, on va avoir mes épisodes les plus faciles et les plus simples à faire, vont me prendre 50 heures, mais du coup c'est le très grand minimum. Je vais plus sur du 60 heures, ouais. Et sur des épisodes très importants comme un final de saison, par exemple, je vais sur du 80 heures. C'est une charge incroyable de travail quand même, à la semaine surtout. Toute seule? Oui, saison 1, je m'étais très mal organisée, j'ai fait un très gros burn-out, j'en pouvais plus, mon corps m'a lâché, malgré le fait que j'avais essayé de m'organiser pour éviter ça. J'avais 2 assistants qui travaillaient avec moi, Jelexia et Yurei Enko, et Jelexia s'occupait de mes aplats, et Yurei s'occupait de mes ombres et de mes lumières. Et ça m'aidait énormément. Ça m'a sauvé ma saison, de toute façon je serais pas allée au bout sans. Et en fait, pendant ma saison 2, je me suis dit, Kiri, excuse-moi, tu arrêtes les conneries. On ne va pas repartir là-dessus. Ta saison 1, elle faisait 35 épisodes, enfin 36. Ta saison 2, elle en fait 50. Donc prends les choses en main, tu t'organises. Voilà, tu arrêtes les bêtises. Je me suis complètement métamorphosée. J'ai commencé à travailler en extérieur le lundi pour pouvoir faire mon storyboard à l'extérieur. Donc comme ça, je suis forcée de le faire. Je vais dans un café ou dans une brasserie. Et après ça coule tout seul en fait dans la semaine. Du coup, j'ai plus besoin de bosser avec mes assistants actuels. Sauf dans des épisodes très importants. Dans la saison 2, il y a une scène de procès dans un lieu qui est tout nouveau et puis super beau. Là, j'ai dit à mes assistants, écoutez, il va être un peu long à faire cet épisode, j'ai besoin de vous, et puis voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, essentiellement, c'est là que je suis la plus présente, c'est Kiri Artvocado, et sinon sur Twitter avec
Kiri. C'est vraiment les deux endroits où je suis le plus souvent avec Webtoon, mais c'est pas vraiment un réseau social, quoi. Et est-ce que pour cette fin d'interview, est-ce que tu pourrais nous faire des recommandations de Webtoon que tu aimes énormément? Alors, je vais diviser. Là, sur la plateforme anglaise, je vais citer Not So Shoujo Love Story, qui est Not So Shoujo Love Story. Je le redis parce que je l'ai dit très vite. Qui est une comédie qui est à mourir de rire. Je suis une très grande fan de l'auteur de Kurioku, qui est l'autrice et qui a un humour incroyable. Et sur la plateforme française, je vais évidemment parler surtout des webtoons de mes collègues qui font un travail incroyable. J'ai cité Colossal. Si on va dans les canvas, je citerai aussi, je crois que ça se prononce Poena Kinis, qui est incroyable, qui est une œuvre exceptionnelle de Teaspoon. Je parlais tout à l'heure des webtoons sur la plateforme Party Canvas qui se démarquaient par rapport à leur style graphique qui sort complètement de la lignée de webtoon. Mais alors celui-là, c'est de la dark fantasy. Oh là là. C'est incroyable. Teaspoon fait un travail exceptionnel dessus. En très grande priorité, Gradalis, qui est les contes du roi Arthur revisité. C'est gay et c'est bien. Non, vraiment, au-delà de ça, c'est génial. Le storytelling de Koshei, qui du coup est l'auteur qui travaille dessus, est exceptionnel. Graphiquement, c'est beau, c'est génial. Je l'ai commencé très tardivement, parce que quand tu es auteur de webtoon, dans ton temps libre, rarement tu lis des webtoons, mais ça reste quand même quelque chose de très important, et surtout, on m'en avait beaucoup parlé. À force de faire des conventions avec Koshei, des événements à Paris et tout, je me suis dit, bon, je vais quand même commencer à lire, parce que je vois ces illustrations et tout, cette meuf avec un cache-œil, j'aime bien. Donc je conseille énormément Gradalis, Sunshine aussi, qui est excellent, le travail de Tampopo et qui est vraiment super. Merci beaucoup Kiri pour cette interview. Le premier tome de la version papier de Mon vœu le plus sincère sort donc le 19 octobre prochain et Kiri sera en dédicace à la Fnac pour la sortie de sa bande dessinée la veille de la sortie officielle, à savoir le 18 octobre. En attendant, vous pouvez retrouver Mon vœu le plus sincère sur l'application Webtoon que l'on peut télécharger sur toutes les mobiles. C'était Nausicaa pour Westrack Radio. Merci Nausicaa, je l'ajoute directement dans ma liste de livres à lire et puis vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'autrice directement sur le site de Westrack dans l'onglet podcast. Si vous êtes passé dans l'enceinte du fort de Tourneville la semaine dernière, vous n'avez pas pu rater son installation. Emma Gentil a installé le temps d'une journée Estom, une œuvre éphémère et on vous la présente aujourd'hui sur Westrack. Bonjour Emma. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va, merci. L'installation Estom, c'était jeudi dernier. Une installation, on peut dire, un peu flash pendant une journée. C'est en fait une œuvre qui n'avait pas vocation à rester implantée au fort. Il y avait tout un événement autour d'une lecture, un mélange un peu visuel et auditif. Et pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à cette lecture, est-ce que tu peux nous présenter Estom et surtout nous décrire la forme que prend cette œuvre ? Tout à fait. Alors, donc Estom, c'est une œuvre, déjà, pour la décrire, c'est une sorte de structure en bois, comme un portique qui est inspiré donc des décors de théâtre du romantisme, donc avec cette histoire de plusieurs plans qui représentent une nature environnante. Et donc là, j'ai choisi de représenter un paysage pyrénéen, donc près du lac d'Estom, que j'avais vu lors d'une randonnée. Et donc c'est toute cette structure de bois qui accueille 5 écrans en tout. Avec les couleurs que j'ai changées parce que le bleu et le orange, c'est quand même des couleurs qui ont une grande part d'importance dans mon travail pictural. Et donc c'est ainsi que je me suis retrouvée à représenter une peinture de montagne bleue et orange, des couleurs un peu automnales. Et pour cette occasion, en fait, c'était dans le cadre d'une résidence au Lab, donc, qui est dans une alvéole du fort de Tourneville, et cette résidence, il y a eu une restitution assez flash, donc on s'est dit on va créer un événement lecture en septembre pour donc activer cette œuvre et la sortir aussi de l'atelier. Et c'est comme ça que j'ai proposé une activation d'installation par la lecture d'un texte que j'ai écrit et donc lu jeudi dernier à 18h30. C'est quoi l'histoire de Estom ? Toi, ton domaine, c'est plutôt le paysage, la variation et la retranscription artistique d'espaces naturels. Comment est-ce que le paysage a forgé l'œuvre ? Tu nous as parlé de cette inspiration suite à une randonnée. Comment est-ce que tu l'as reproduit sur Estom ? Comment je l'ai reproduit ? C'est une question intéressante. Je l'ai plutôt... en fait, j'ai un peu éclaté
un paysage pour justement qu'il y ait cette histoire de plusieurs plans. Et en fait, j'ai juste rencontré ce paysage et c'est là que je me suis dit, je souhaite le réaliser et est arrivée cette inspiration donc en plusieurs écrans quoi. Désolé, j'ai pas vraiment d'informations parce que c'est quelque chose d'assez impulsif. Moi, quand je vois un paysage, je me dis celui-là, il mérite d'être, à mes yeux, d'être peint. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans une création, une structure de bois dans l'atelier de cette résidence que j'ai faite en juillet. Quand tu vois un paysage, tu vois directement l'œuvre faite et montée, non? C'est en plusieurs étapes quand même. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je parlais justement des couleurs du bleu et du orange qui sont pas du tout les couleurs d'origine du paysage. C'est que donc le paysage que j'ai vu, donc du lac d'Estom, il est extrêmement vert. C'est un coin qui est très très vert dans les Pyrénées. Et donc il y a en fait cette réalisation de ce paysage est fabuleux. Je vais en faire quelque chose. J'arrive dans l'atelier quelques mois plus tard quand même, et il y a une sorte d'œuvre du temps sur la couleur et sur la représentation du paysage. Donc c'est vraiment mon cerveau qui s'est dit voilà, cette couleur verte va finir orange. Il n'y a pas de vision à l'instant T lors de la rencontre du paysage. Il n'y a pas de vision de l'œuvre, mais il y a quand même donc le départ, c'est la couleur. Il y a une intention. Couleur qui amène ensuite le matériel, la matière, textile, bois. Pourquoi ces matières? Le textile, en fait, déjà, c'est un textile qui est transparent sur lequel je peins. Pour cette fois que j'ai peint sur un textile transparent, un voile plein jour qu'on peut utiliser pour des rideaux, pour occulter un peu la lumière. C'est parce que j'ai commencé à peindre, moi, en école d'art. J'ai commencé à peindre sur des bâches de construction, pour des chantiers, quoi. C'était des bâches transparentes et la transparence du support m'a beaucoup intéressée. Et ce bois qui est présent dans l'installation d'Estom, c'est que ça permet d'étirer un peu l'œuvre sans la tirer comme sur un châssis, parce que moi peindre sur des châssis c'est assez inenvisageable, parce que justement il y a cette histoire de sortir la peinture du mur, et là c'est une peinture qu'on peut poser en plein milieu d'une pièce, elle fonctionne toute seule grâce à justement la structure du bois. Ce que m'inspire Estom, personnellement, je pense que c'est une œuvre qu'il faut voir ou qu'il faut avoir vue pour pouvoir se faire une idée et sa représentation. Moi, ça m'inspire quand même une idée un peu de fragilité par du coup ce textile, et puis aussi l'objectif de l'œuvre, on l'a dit, plutôt flash, c'est qu'elle n'était pas là pour être pérennisée sur le temps. Déjà pour des questions aussi d'intempéries, on connaît bien le Havre, on a eu de la chance, il y a eu plutôt une belle journée sur ce jeudi, mais ça faisait aussi partie de la réflexion autour de ce paysage, de représenter quelque chose d'éphémère et peut-être ce côté fragile. Non, moi je voyais pas l'œuvre comme fragile. Je dirais qu'effectivement le textile est fragile, mais la structure en bois est tellement pensée pour qu'elle soit solide. Donc c'est plus cette question de l'intempérie qui pose problème. C'est pas une œuvre d'extérieur, c'est une œuvre d'intérieur, parce que comme je disais, ce décor de théâtre. Donc c'est parce que c'est inspiré de décor de théâtre que je souhaiterais en plus apposer sur cette œuvre ce statut de décor. Donc d'où l'événement de lecture. Parce que pour moi, ces paysages sont, en plusieurs plans, sont ces décors qui pourraient être dans n'importe quelle exposition. Et donc le textile est fragile, mais pas pensé pour être fragile. C'est juste que effectivement, c'est pas une œuvre faite pour être pérenne dans l'espace public. Comment ça s'est passé au niveau de la création? Donc il y a eu cette vision du paysage, cette réflexion, les couleurs. C'est assez spécial pour ta résidence parce que du coup tu étais au fort de Tourneville, donc un endroit anciennement militaire, avec des murs froids en briques dans des alvéoles. Et puis la crypte, c'est un peu spécial. Tu peux nous expliquer un peu l'ambiance de cette crypte? Déjà le nom donne une idée, mais puisque c'est pas autorisé du coup en visite, comment ça s'est passé? Je trouve qu'il y a vraiment un contraste entre ce lieu, le fort, et cette œuvre. Déjà, peut-être pour expliquer le terme de la crypte, le titre du lieu d'exposition et donc d'atelier La Crypte, c'était pas le nom officiel. C'est les artistes qui ont un peu dit c'est quand même une crypte, parce que on pense qu'elle accueillait les munitions justement de militaires.
Donc il y a quand même ce truc effectivement où c'est un peu glauque. Et peindre dans cet espace-là qui n'a pas de fenêtre, c'était assez particulier, mais ça a justement créé des contraintes que je pense j'ai su relever, parce que finalement les couleurs sont assez vives. Et en fait, l'avantage de la crypte, c'est que c'est assez énorme. Donc il y a cette possibilité de peindre en très très grand format. Donc très vite le côté glauque, moi je l'ai plus du tout vu. Et presque en sortant donc de mon atelier qui était donc mon atelier pendant un mois, pendant le mois de juillet, en sortant de la crypte, j'avais presque ce truc de mais qu'il est bon de revivre à la lumière du jour. Parce que c'est un endroit qui est bon, on veut pas dire que les artistes sont dans un endroit sombre, dans un sous-sol, mais c'est vrai que c'est un endroit qui est un peu spécifique au Fort de Tourneville, donc un endroit où il y a pas vraiment de lumière, et pourtant on parlait de couleurs et de lumière, puisque comme sur Estom il y a aussi cet effet un peu vitré, la lumière passe. Oui. En fait c'est tout l'avantage des supports transparents donc je parlais de, même avec les bâches de chantier que j'utilisais, il y a toujours cette envie de faire pénétrer la lumière dans la peinture et donc de sortir la peinture du mur, vraiment l'écarter du mur, c'est vraiment ce but-là. Et au final ça a été aussi moi une découverte la semaine dernière de constater en fait la lumière dans cette œuvre-là, parce que lors de l'exposition en restitution de résidence en août, on a dû installer des spots dans la crypte et c'était pas du tout le même rendu de couleurs, même si les couleurs sont assez vives en général sur cette installation. Là, avec la lumière du soleil, c'était encore plus vif et il y avait cet aspect transparent qui fonctionnait vraiment très très bien. Et puis ça retrouvait aussi un peu j'ai envie de dire son endroit d'origine, son habitation naturelle, puisque le paysage, le lac d'Estom, c'est en extérieur, évidemment, avec une lumière. Donc, au fort de Tourneville, dehors, ça a retrouvé aussi peut-être un sens. C'était un petit peu la boucle est bouclée pour Estom. Non, la boucle n'est pas bouclée, parce que c'était des événements un peu, comme tu disais, flash. Donc une lecture juste le temps d'un soir, une restitution de résidence juste le temps de quelques jours. Je souhaite sortir Estom du fort. J'aimerais la proposer en fait à l'Artothèque dans le cadre des expositions Alumni, qui est donc spécifique à l'année 2023-2024. Donc avec un peu de chance, on pourra voir Estom de nouveau en intérieur, mais visible depuis l'extérieur dans l'Artothèque du Havre en janvier. Voilà, donc Estom, ce n'est pas terminé. Toujours dans cette idée du coup de décor, dans cette aspiration théâtrale et dans l'envie que Estom devienne un décor, c'est ça ? C'est ça, parce que effectivement, tu fais bien de poser la question, c'est que dans le cadre de cette exposition Alumni, j'aimerais créer l'événement lecture une nouvelle fois, mais cette fois avec des personnes qui écriraient des textes qui en fait ce ne seraient pas mes textes. Il y aurait un appel à candidature pour rédaction de texte et lecture devant l'œuvre, en s'inspirant quand même de l'œuvre, et que en fait Estom devienne véritablement un décor pour une lecture ouverte. Et jeudi, c'était déjà une lecture. Le texte, c'était le tien. C'est ça. On en a parlé un petit peu en off. C'est un peu ton chemin justement de réflexion sur l'après-Estom, sur ce côté création plastique, mais aussi écriture et la musique aussi. Ce sont trois choses qui forment aussi ton art. Tout à fait. Après, j'ai oublié de le préciser justement en off, mais à chaque événement flash, il y avait aussi une playlist de déambulation recommandée que j'avais montée, que j'avais créée moi à partir de musique que j'avais écoutée lors de la réalisation de l'œuvre. Et effectivement, en plus de la peinture, de la musique, il y a aussi l'écriture. J'ai lu un texte donc que j'avais écrit l'autre fois et qui est aussi beaucoup inspiré de musique en général. Donc c'est assez c'est trois parties de ma vie peut-être, je dirais, qui sont hyper importantes, et je dirais que déjà la musique va forcément trouver sa place dans ma création picturale et trouvera sa place dans ma création d'écriture. La musique, tu l'écoutes en créant, mais là, tu aurais envie aussi de la porter directement
ce serait une sorte un peu d'happening, c'est-à-dire qu'on a l'œuvre et en même temps il y a tout un cheminement autour avec l'écriture, la lecture et la musique. C'est ça que tu voudrais faire? Moi, c'est vraiment... je pourrais parler musique pendant super longtemps. Et je pourrais faire des recommandations d'écoute avec mes œuvres pendant un temps un peu infini. Et à une époque, j'avais pas de titre d'œuvre inspiré donc des paysages que je représentais. C'était littéralement des titres de musique qui m'avaient accompagné lors de la réalisation de l'œuvre. Et ouais, il y a vraiment juste ce truc un peu indissociable, quoi qu'il arrive. Parce que l'écriture, c'est de la réflexion. Pour moi aussi, je vais réfléchir en écrivant pour la réalisation d'une œuvre. Après, il y a la phase de peinture. Et pendant la phase de peinture, il y a la musique. Donc je pense que la musique, elle est là tout le temps. J'apprécie pas trop le silence. T'as quelques titres en tête qui t'ont inspiré pour Estom? Oui, tout à fait. Il y a Pista de Los Bichos, qui est... que j'adore. C'est celle que je recommande directement. Sinon, Dalida. La danse de Zorba, parce que Dalida, c'est une femme qui m'inspire énormément et qui d'ailleurs, même ses musiques m'inspirent un projet d'écriture que je suis en train de mener. Un projet d'écriture de paysage, donc de la description un peu de paysage et d'ambiance. Parce que c'est un peu ça ma création, quoi qu'il arrive, c'est d'essayer de reproduire l'atmosphère, l'ambiance que je vois. C'est ce que j'ai fait avec Estom, et j'espère que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre, mais il y a aussi ça dans l'écriture. Et le texte que j'ai écrit et que j'ai lu l'autre jour, c'était un texte qui parlait d'une ambiance. Cette fois, c'était une ambiance havraise. Et je reviens sur Dalida. Je trouve que c'est un choix de musique intéressant. Non, mais c'est intéressant. Pour ce projet dont tu nous parles, donc futur, qui n'a pas encore vraiment été mûrement fini d'être réfléchi. En tout cas, c'est un début de réflexion pour toi. Quelle musique de Dalida t'inspire pour cette future création? Alors, il y en a beaucoup. Pour cette création, mais peut-être que celle qui est à l'origine de ce projet, c'est Darla Dirla Dada, qui est, pour la petite histoire, une musique à la base qui est le Ntirlanta, qui est un chant de pêcheurs d'éponges grecs, et qui est en fait un chant que des pêcheurs chantaient juste pour se donner du courage. Et Dalida l'a chanté en parlant juste d'une déception amoureuse, et moi je trouve ça fabuleux que je vous laisserai écouter les paroles et les lire même, et vous comprendrez pourquoi je trouve ça fabuleux du fait que des pêcheurs d'éponges, en fait une musique de pêcheurs d'éponges, se retrouve avec une musique, des paroles de chansons de Dalida par rapport à la mer. Il y a vraiment une présence de la Méditerranée en fait dans ces musiques que je trouve fabuleux, et c'est ça qui m'a inspiré dès le début dans la musique de Darla Dirla Dada. Et du coup, on peut imaginer une œuvre plutôt autour de la mer ou pas du tout? Est-ce que c'est une inspiration aussi? Tout à fait. D'ailleurs, avant vraiment de me consacrer à la montagne, parce que c'est ce que je peins beaucoup en ce moment, c'est de la montagne. Avant de passer à la montagne, j'étais beaucoup dans la représentation de la mer. Et j'ai toujours rêvé d'habiter près de la mer. Maintenant, je suis servie, c'est bon, je vis à la mer. Mais il y aura toujours la présence de l'eau, je pense, dans mon travail, puisque le bleu, comme je disais, c'est une couleur qui revient beaucoup dans ma peinture. Donc la mer, dans mon projet d'écriture ou de peinture, aura sa place. Et dans ce projet-là dont on parle, c'est peut-être même le centre de mon projet, en plus de Dalila. Ta résidence du coup avec le LH Lab est finie. Est-ce que tu as d'autres projets, mis à part ce qu'on vient de dire? Donc on va dire ce projet Dalida, il n'a pas encore de nom ce projet? Non, il n'a pas de titre, mais c'est un projet dalidesque. Dalidesque. En dehors de ce projet dalidesque, du coup, est-ce que tu as d'autres envies, d'autres horizons vers lesquels tu vas te tourner? Je postule à des résidences artistiques un peu partout en France actuellement, donc si je suis prise dans ces résidences, j'irai là-bas. Il y en a une qui est à Raigneville-sur-Mer, donc c'est encore une fois à côté de la mer. Sinon c'est à côté de Saint-Lô. Et si avec ces résidences, les retours sont... je ne suis pas prise à ces résidences, je chercherai à m'implanter au Havre en cherchant un travail alimentaire, en plus de mon travail que j'ai en tant qu'artiste, car c'est un travail, juste peu d'argent. Et pour ce projet du coup dalidesque, est-ce que tu as une horizon, une date vers laquelle tu penses pouvoir concrétiser un peu plus cette envie?
J'aimerais en avoir une, mais le problème avec ce genre de projet, c'est qu'il n'y a jamais vraiment trop de dates de fin qu'on peut annoncer. J'aimerais pouvoir le terminer avant mon master création littéraire, parce que c'est le projet que j'ai présenté au master création littéraire. Et ce serait en juillet, donc j'espère que ce sera en juillet. Si c'est terminé en juillet, peut-être que je le proposerai à des maisons d'édition. Peut-être qu'un jour, vous verrez le projet d'Alidesque dans les librairies. En tout cas, moi, j'ai hâte de connaître... même toi, tu le connais pas encore, mais le futur nom de ce projet, ça serait très intéressant. Avec grand plaisir. Je partagerai quand je l'aurai. Et tu seras la bienvenue du coup sur Westrack pour nous en parler. Et bien plein de projets. Et puis on espère voir du coup Estom prochainement en lien avec les Sadars. Et avec grand plaisir, croise les doigts. Encore une fois, j'aimerais aussi. Je croise les doigts. Merci du coup Emma. Et puis on se retrouve, on espère bientôt à l'antenne de Westrack avec plein d'autres projets et peut-être du Dalida et de la mer. Je vous propose pas un titre de Dalida pour se quitter, mais plutôt un titre qui vous propose de danser. C'est Simone Ringer et le titre Dance. Je vous remercie de votre écoute. C'est la fin de ce Magal Ouest du jour. On se retrouve demain à partir de 17h et on va parler ciné et séries puisque demain nous sommes mercredi. On se quitte donc en musique avec un titre français. Ça s'appelle Dance et c'est signé Simone Ringer sur Westrack. Très belle soirée, à bientôt. La fièvre de ton adolescence. Et si tu arrêtais un peu de vivre à l'ombre des gens heureux, ce qu'ils disent n'a pas d'importance. Ta vie, t'en fais ce que t'en veux. Oh fuck off and let's dance. Unless you get some grip for me, believe it or leave it. You won't talk to me unless you got some grip for me.